comme annoncé par Nadine Mayombe, que nous aurons sur ces plateaux de la rétrospective, Monsieur Géry Loubala, président du parti politique Kita. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à notre édition de la rétrospective. Merci beaucoup et meilleure vie à vous. Voilà, vous avez suivi avec nous ce reportage qui a retracé différentes activités de la Commission électorale nationale indépendante qui n'est pas encore entrée activement dans les activités, comme il faut le dire. Mais déjà, il y a un bureau qui est installé et en sa tête Deli Kadima. Comment vous avez trouvé le processus qui a amené ces bureaux à être installés au sein de la Commission électorale nationale indépendante? D'abord, le bureau est activement installé parce qu'ils ont procédé à une évaluation et nous attendons les résultats dans quelques jours. Et le bureau a été installé sur base de la loi organique de la CENI, suivant l'article 10 de cette loi qui parle de la composition du bureau de la CENI. La composition actuelle est de 15 membres, membres de l'opposition 5, majorité 6, ainsi que la société civile. Donc, quelque part, le bureau a respecté la loi. Le bureau a respecté la loi, mais il y a eu quand même de tiraillements avant que ce bureau soit installé au niveau de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation de la centrale électorale du côté des camps politiques. Par rapport à tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a précédé cette installation, vous avez trouvé quoi? Que ces bureaux jouit d'une crédibilité au sein de la population congolaise? Évidemment, la commission électorale, c'est une institution de confiance. Et il faut que les acteurs soient, en principe, revêtis de cette confiance-là au niveau des parties prenantes. La désignation des animateurs a été fonction de plusieurs problèmes, entre autres les confessions religieuses et les autres parties prenantes, entre autres oppositions, ainsi que la majorité. En principe, la loi sur la désignation des animateurs de la CENI devait faire objet d'abord d'un consensus au sein du Parlement. C'était d'abord le premier problème. Deuxième élément, le consensus sur le président de la CENI devait faire aussi objet d'un autre consensus autour des confessions religieuses. Deuxième problème. Troisième problème, c'est que le président de la commission électorale joue le rôle de catalyseur entre les partis prenants de l'opposition majorité qui est la société civile, mais qui pose déjà un critère de méfiance. Et donc, nous ne savons pas si les prochains critères portera les noms ou les germes de la fiabilité ou d'un processus transparent et apaisé. Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent pour dire que Deli Kadima, c'est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, parce que si on voit son background, c'est quelqu'un qui est pétri, qui a de l'expérience. Mais pourquoi vous remettez en cause le processus électoral dont on tient le cap pour respecter le délai constitutionnel? Non, Deli Kadima n'est pas un problème. La commission électorale peut être dirigée par tout le monde parce qu'il y a une administration qui gère. Évidemment, il y a une administration technique qui gère la commission électorale en permanence. Mais Kadima, d'abord, je sais qu'il n'est pas un expert, c'est un observateur électoral. Il a joué beaucoup plus dans le mouvement Monisco, tout ça. Il a accompagné les procès électoraux, mais il n'a jamais conduit les élections. Le voir à la tête de la CENI, personnellement, je ne me méfie pas, mais je me dis, il n'a pas eu la confiance de toutes les parties prenantes au processus électoral. Mais pourquoi vous remettez en cause son élection? Je ne sais pas remettre en cause sa présence au niveau de la CENI, mais du moins. Mais là vous parlez de l'inexpérience. Non, en fait, moi, je ne peux pas parler de l'inexpérience de M. Kadima. Je vous donne son profil. Vous pouvez aller sur Google, vous allez voir. Alors, il n'a jamais conduit le processus électoral, mais c'est un observateur électoral. À votre avis, pour piloter la centrale électorale, il faut avoir quel profil? Non, mais il faut avoir d'abord la confiance des parties prenantes avant d'aller au profil. Parce que les profils, il y a une administration technique qui travaille en permanence sur l'organisation du processus électoral. Mais le président de la CENI doit être revêtu de la robe blanche de la confiance des parties prenantes. Quand il n'y a pas cette robe blanche-là, ça crée un environnement de méfiance. Et tout le monde qui est devant cette commission électorale s'est dit, c'est sûr que ces messieurs tirent les draps d'un côté. Voilà, Géry Loubala, est-il possible que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels? Évidemment, jusque-là, le calendrier reste tenable pour 2023. Mais tout dépend du mécanisme que M. Kadima mettra en musique pour atteindre 2023 en paix. Parce que là, nous devons parler déjà du fichier électoral. En principe, s'il fallait tenir le calendrier de 2023, on devait commencer l'enrôlement des électeurs depuis le mois de juillet 2021. Mais nous sommes en 2022.
On ne sait pas quel mécanisme ou quelle action qu'ils mettront à l'œuvre pour atteindre 2023 en paix. Mais le président du Centre européen des élections, il a fait une tournée ici à Kinshasa, vous êtes aussi informé, il a donné tous les indices qu'il y a possibilité de tenir les élections dans les délais constitutionnels de 2023. Je ne sais pas, vous parlez, vous donnez ces points de vue par rapport à quelle expérience, ou soit quels signaux vous poussent à dire qu'il n'y aura pas, ou soit les rendez-vous ne seront pas tenus à l'heure? En principe, la commission électorale marche sur un cycle de 5 ans. Nous parlons du période préélectorale, électorale et post-électorale. Et les 5 ans est tombé parce que nous sommes déjà à 2 ans et demi. Donc les cycles qui devaient respecter les 5 ans, en commençant par les réformes de la loi organique de la CENI, les réformes de la loi électorale, les réformes du fichier électoral, jusque-là il n'est pas tenable. Et donc ça nous met en crainte pour dire est-ce que réellement 2023 sera tenable. Parce que lui, il est venu, mais il n'a pas l'expérience des terrains de la RDC. Nous avons été dans la machine, nous connaissons les systèmes, nous connaissons les mécanismes qu'il faut mettre à l'œuvre. Il faut que toutes les batteries soient mises de côté pour que le procès électoral soit achevé en paix. Voilà, Géry Loubala, parlons un peu de la logistique. Est-ce qu'à l'allure où on voit les choses, la logistique prévue par le gouvernement peut arriver à organiser de bonnes élections transparentes, crédibles et apaisées en 2023, ou soit il faut encore doubler par rapport à cette logistique? Non, d'abord, jusque-là, la logistique n'est pas encore définie. Aussi longtemps que nous n'aurons pas le calendrier électoral, c'est difficile de définir la logistique. Mais non, il y a déjà, il y a le bureau de Nanga qui a fait son rapport et il s'avère qu'il y a de la logistique qui peut permettre la tenue des élections de 2023. À chaque cycle électoral, elle a des exigences qu'il faut engager. Nous parlons aujourd'hui de la révision du fichier électoral. La révision du fichier électoral nous oblige à avoir des kits électoraux. Les kits que nous avons utilisés en 2018, allez-y comprendre, tu as un téléphone, tu prends ton téléphone, tu mets à la maison pendant 2 ans et tu reviens après 2 ans, tu allumes, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc les kits électoraux que nous avons utilisés en 2018, c'est vrai que si encore quelques machines sont encore en bon état, mais nous devons réfléchir autrement pour voir comment amplifier la logistique. Parce que là où ils ont prévu 2 machines, il faut en avoir 4 pour gagner en termes de timing. On va gagner en termes de timing, vous le dites, je reprends au mot, mais 2023, le président de la République a promis les élections, il revient sur ça en maintes fois, et même en Bujima, où il séjourne, il a promis les élections. Mais vous passez quoi, de la démagogie ou ça c'est du réalisme? Je ne sais pas dire, je ne sais pas juger le mot du président de la République. Il ne peut que dire ça, que nous irons aux élections en 2023. Mais la réalité nous renseigne autrement. Si vous lisez les signes de temps maintenant, vous allez comprendre que 2023 c'est encore tenable. Mais tout dépend de l'urgence et du mécanisme politique qui sera mis à l'œuvre pour atterrir en 2023. Mais lui, le président de la République, il a intérêt de nous dire qu'il n'y aura pas élection, parce que s'il nous disait qu'il n'y aura pas élection, ça justifie que sa gestion était démagogique et hasardeuse. Géry Loubala, quelles sont les réformes qu'on peut apporter dans la loi électorale pour mettre en confiance les acteurs politiques? Et notre question, parlant du seuil électoral, est-il encore un handicap aujourd'hui aux élections législatives pour sortir effectivement les mieux élus? D'abord, Kita va déposer un projet au niveau de... Nous sommes en train de travailler sur la loi électorale au niveau de notre bureau. Mais au moins, les réformes qu'il faut apporter au niveau de la loi électorale, elles sont nombreuses. Premier élément, c'est nous parlons de la crise de légitimité d'un président de la République. Conformément à la Constitution, le préambule parle de la crise de légitimité depuis l'élection de 2006. Et pour vider cette crise de légitimité, nous disons qu'il faut revenir au 2 tours des élections. Ça veut dire, le premier tour, nous élisons le premier président au premier tour, les deux leaders, et au deuxième tour, nous savons sceller les alliances pour dire c'est lui qui est passé, c'est lui n'est pas passé, et on sait définir la légitimité d'un président de la République. Deuxième élément de la réforme, nous disons au premier degré. Première réforme, nous prenons l'élection présidentielle avec tous les directs, entre autres, l'élection de députés nationaux et puis l'élection de députés provinciaux.
Nous pouvons aussi élargir, parce que nous parlons de la machine à voter, nous pouvons prendre l'élection municipale et locale. Et au second tour, parmi les réformes, nous amenons les élections des gouverneurs au niveau des scrutins directs et nous amenons les élections des sénateurs au niveau direct. Et donc, ce sont les premières réformes qu'il faut planter. Deuxième décor qu'il faut planter, nous parlons du C électoral. Le C électoral donne mandat à la commission électorale d'être à la fois juge et parti. Oui. Ça veut dire, nous tous, nous ne savons pas calculer les seuils au niveau de nos états-majors des partis politiques. Seule la commission électorale est capable de réunir les résultats de tous les bureaux des élections dans tous les Congos. Et à ce moment-là, nous nous sommes perdus. Donc, il n'y a pas d'abord le contentieux du seuil au premier degré. Donc, quand la commission électorale décide de dire, Madame Nadine, tu n'as pas atteint le seuil, automatiquement tu tombes au premier degré. Donc tu ne sais pas aller à la justice pour dire, mais j'ai calculé avec mes PV, j'ai envoyé mes observateurs dans tous les Congos, ils ont amené les résultats. Non, vous tombez complètement. Et donc, il faut faire tomber le seuil électoral. Troisième des choses, nous parlons de la caution. Nanga a amené une caution de $1000 par candidat, pendant qu'en 2011, en 2006, c'était $1000 par liste. Pourquoi ne pas laisser l'ouverture à tous les Congolais de participer au processus électoral? Si Nanga a amené ça en 2018, il avait une mission. C'était pour ne pas permettre à la classe politique de l'opposition de participer activement au processus électoral. Nous devons vider ça. Nous devons revenir sur le paiement de la liste. Au-delà de ça, nous parlons aussi des différents arrêts de la Cour constitutionnelle qui donnaient l'indépendance des députés au sein du Parlement ainsi qu'à l'Assemblée provinciale. Nous parlons le cadre juridique de la machine à voter pour sécuriser le résultat ici de la machine. Et nous allons voir dans quel mécanisme sécuriser les centres locaux de compilation, parce que vous devez savoir que la compilation ne se fait pas à 100%. Nous devons trouver des mécanismes pour sécuriser les centres locaux de compilation et avoir les résultats par bureau. Parlons de la caution, je n'ai pas bien saisi, pour déposer la candidature, doit être maintenue ou changée? Non, aujourd'hui la caution c'est $1000 par candidat. Donc comme l'Assemblée nationale est représentée par 500 députés, il faut payer $500 pour tous les candidats à la députation nationale. Et ça c'est pas normal. En 2006 et en 2011, on payait par liste, ça veut dire nous sommes dans la circonscription électorale de la Tchangou. Il y a 18 sièges. Au lieu de payer $18 000 par candidat, nous payons $1000 pour toute la liste. Ça permet que tous les Congolais participent activement. Et surtout donner la chance aux jeunes partis de pouvoir exceller. Alors aujourd'hui, le parti Nkita est en train de vendre son image à travers le pays et aussi le monde. Je ne sais pas si c'est un parti qui vient seulement donner sensation et puis partir. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à affronter les élections de 2023? Évidemment, nous combattons, nous travaillons déjà parce que Kita est en train de s'implanter. Ça fait 8 mois que nous sommes en train d'avancer, préparatifs, réformes, caution. C'est comme si vous avez la trouille. Non, on n'a pas la trouille. Nous voulons des bonnes élections. Nous ne voulons pas vivre des Mouimoulou en 2011. Nous voulons des élections crédibles. Les Congos en ont besoin. Observant la souffrance que les Congolais sont en train de traverser actuellement, nous n'avons pas besoin de tergiverser sur la gestion de 2023. Nous voulons avoir des acteurs fiables, des acteurs qui sont sortis du vrai souverain primaire, pas des acteurs nommés ou désignés par un clan politique, comme nous l'avions vécu en 2018. Vous n'avez pas de preuves, M. Géry? Non, mais les éléments sont là. Je vous ai démontré le seuil électoral. Le seuil électoral donne le mandat à la commission électorale de nommer les députés. Et je crois que si le pouvoir en place décidait de maintenir le seuil, c'est qu'il veut jouer le jeu de 2018. Mais vous ne dénoncez pas depuis lors. Évidemment, c'est le travail que nous allons faire. À part les quelques sorties médiatiques que vous faites et puis la dernière. Nous sommes en train de travailler sur ça. En 2022, ça serait d'ailleurs notre cheval de bataille. Nous commençons en 2022, le 15 janvier, réclamer les droits les plus élémentaires des Congolais en visant le départ du gouvernement. Et aussitôt que nous demandons le départ du gouvernement, de l'autre côté, nous plaçons les décors pour déposer la loi. La marche du 11 décembre a connu un succès? Évidemment, on n'a pas marché parce que nous n'avons pas voulu être en contradiction avec le pouvoir en place, avec le mesure barrière. Et on s'est dit, bon, il faut laisser quand même l'autorité primer sur les droits congolais. Alors, comment vous réagissez à certaines propositions qui voient les jours au Parlement congolais, notamment sur la congolité, comme ça que les Congolais l'ont qualifié de père et de mère de Ntsingi Pouloulou? Comment vous avez jugé ça personnellement? Nous sommes en politique. La politique a le principe des rapports de force. La politique se gagne, se conserve.
Ça se perd et ça se récupère. Le pouvoir en place est en train de mettre en place les mécanismes pour gérer les scrutins de 2023. Il veut mettre de côté tous les acteurs potentiels. C'est tout à fait normal que nous vivons des lois ce ne sont pas des lois qui visent l'intérêt direct de la population, mais ce sont des lois taillées sur mesure pour ne pas donner la chance à tout le monde de participer au processus électoral de 2023. Ça, c'est le point de vue des Kita. On vous retient encore une minute, le temps pour nous de revenir sur certains faits qui ont marqué l'actualité dans les domaines judiciaires. 2021 a été une année de plusieurs rebondissements dans les secteurs judiciaires. Au cours de cette année, plusieurs personnalités, acteurs politiques ont été interpellés, arrêtés, jugés, condamnés parfois, puis relaxés quelques temps après par la justice congolaise, soit par grâce présidentielle, sans purger leur peine. Parmi les cas emblématiques figurent l'affaire Matata, Ngoy Mulunda, Willy Bakonga, Eteni Longondo, Vital Kamere et consorts. Jean-Désiré Mokonz nous revient sur ces éléments. La justice élève une nation, dit-on. 2021 a été une année où plusieurs personnalités politiques et administratives ont été interpellées par la justice. Si certaines personnalités ont été placées sous mandat d'arrêt provisoire, puis relâchées, d'autres par contre ont été jugées et condamnées par leur juge naturel. Au-delà des personnes interpellées en 2021, certains condamnés en 2020 ont recouvert leur liberté provisoire et relâchés cette année par la justice tant civile que militaire. Parmi les cas emblématiques, on peut citer sans besoin d'ordre chronologique le cas de Kalev Mutonde et John Numbi dans le service des renseignements et de la défense. Kalev Mutonde poursuivi par la justice sur plainte de Jean-Claude Mouyambo, tandis que John Numbi, indexé dans l'affaire du meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les deux sont en cavale et introuvables jusqu'à ces jours. Eteni Longondo et Willy Bakonga, respectivement ancien ministre de la Santé et le ministre honoraire de l'EPST, sous le premier ministre Ilunga Ilunkamba, sont les deux autres cas qui passent de l'autre bout de la lorgnette. Bakonga poursuivi puis condamné pour transfert illicite des fonds à l'étranger, tandis qu'Eteni Longondo a été interpellé pour les frais relatifs au Covid-19, ainsi relâché par la justice. Dans cette lignée, avec Willy Bakonga, on retrouve deux responsables du secteur de l'éducation, notamment l'inspecteur général à l'EPST Michel Djamba et le directeur général du CECOPE Delon Campagne, qui ont été également condamnés pour détournement des frais de fonctionnement dans le secteur de l'éducation. D'autres personnes qui ont subi une privation de liberté, on peut citer Jacques Ndala, le coordonnateur national de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il a été condamné pour incitation à la haine et au soulèvement populaire. Dans le même registre, le pasteur Ngoy Mulunda, ancien président de la CENI, lors du cycle électoral de 2011, ce natif du Haut-Katanga a été condamné à 3 ans de prison ferme pour incitation à la haine tribale et au soulèvement populaire et appel à la rébellion. Une autre arrestation qui a secoué la toile et mise en ébullition l'actualité en RDC est celle intervenue en ce mois de décembre du secrétaire permanent adjoint du PPRD Ferdinand Kambere. Le numéro 2 du PPRD a été placé sous mandat d'arrêt provisoire pour avoir cassé une bouteille sur la tête d'un cadre de ses partis chers au sénateur à vie, Joseph Kabila, Ardan Kabambi. L'interpellation de Atouma Toubouana a été un autre cas de figure qui a suscité un débat houleux sur la toile, bien que relâché plus tard par le procureur général du parquet près la Cour de cassation. Bien avant le scénario Atouma Toubouana, la liberté provisoire accordée à Vital Kamere a été une surprise que la justice congolaise avait réservée au public pour meilleure consommation. Le dernier cas qui a émaillé également l'actualité judiciaire, c'est le procès Roger Mpunga, avec la condamnation du colonel Mopepe et ses co-auteurs. Une prison à perpétuité est la sanction finale de la cour militaire de la Gombe contre ces officiers de la police nationale congolaise. Signalons que dans tous ces cas, l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ avait fustigé pour certains à cause du non-respect de la procédure, soit dans l'arrestation, la libération ou l'acquittement, et acquiescé d'autres pour le respect de la procédure. Ok, président Géry Loubala, vous avez suivi avec nous quelques scènes qui se sont déroulées dans le secteur judiciaire congolais. Vous tirez quelles leçons de tout ça? Quelle analyse faites-vous de tout ça? Je ne sais pas clairement émettre mon avis sur la question de la justice. Nous assistons à la théâtralisation d'une justice instrumentalisée par le pouvoir en place. Nous assistons à des arrestations non justifiées et des libérations non justifiées. Ça montre que la justice jusque-là
elle n'est pas encore dans la ligne droite. Mais le chef de l'État l'a déploré aussi lors de son adresse à la nation. Il voulait une justice équitable. Ça nous étonne, à 3 ans de son mandat, il n'a pas stabilisé la justice. Ça montre que l'avenir ne sera pas rose. Parce qu'on m'a expliqué, la première des choses dans un État est logé sur 4 piliers. Premier pilier, c'est l'armée. Deuxième pilier, la police. Troisième, la justice. Quatrième, l'administration. Quand le chef de l'État lui-même, 3 ans après son mandat, il dit non, voilà, jusque-là, la justice n'est pas encore dans la ligne droite. Ça prouve la suffisance qu'il y a une gestion démagogique. Bon, c'est une honnêteté quand même, il faut être honnête. Mais honnête, connaître là où ça marche et là où ça nous marche pouvons pas accepter, pour améliorer. Nous pouvons accepter l'honnêteté du président de la République autour de son cabinet, mais pas autour de la gestion directe du pays. La machine de la justice, c'est ça le pilier, c'est ça le moteur d'un État. Et nous assistons à la théâtralisation inutile. Donc, ça ne sert à rien que nous puissions émettre un avis. Voilà, Géry Loubaya, j'ai une question qu'on venait d'évoquer tout à l'heure par rapport à la théâtralisation. Plusieurs personnes évoquent aussi la théâtralisation de la justice congolaise sous Félix-Antoine Tshisekedi. Tous les prisonniers du projet 100 jours sont presque dehors. Pouvons-nous affirmer aujourd'hui que le projet 100 jours est une fantaisie de l'histoire? Évidemment, c'était, pour ne pas d'abord parler du procès, le projet 100 jours, c'était un projet du chef de l'État. Ce n'était pas un projet du gouvernement. Alors qu'au niveau du Parlement, c'est le gouvernement qui répond de toutes ces actions. L'arrestation de Vital Pakameré, c'était fantôme. C'était pour nous donner l'impression qu'il y a droiture sur la justice. Mais nous commençons à avoir petit à petit des réponses. Il est dehors pour les soins médicaux, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais bougé. Il continue à tenir des réunions au sein de son cabinet politique. Ça prouve que c'était de la théâtralisation, purement clair. Peut-on encore parler d'un état de droit sous Félix-Antoine Tshisekedi? Qu'est-ce qu'un état de droit? Un état de droit, ce n'est pas la justice. Un état de droit, c'est un état d'esprit. Nous allons, disons, dans quelques jours, nous allons donner les détails sur l'état des droits. Parce que 2022, pour quitter 2022, pour donner les points sur le développement de la RDC de 2023. Et donc, nous allons étaler ce que c'est un état de droit. Est-ce que c'est un état de droit? C'est la justice, c'est l'arrestation, c'est Alingeti ou c'est quoi? Donc, nous devons donner une ligne pour montrer aux Congolais que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est rien. C'est de l'aventure. Il ne faut pas confondre la mission de l'UGF. Il est en train de veiller comme un sentinelle sur ce qui ne marche pas. On a vu l'UGF à l'époque des pouvoirs précédents, mais ça n'a pas tourné comme ça tourne actuellement. Je ne sais pas, Madame Mayombe, si vous avez encore un mot. Comme ça, nous allons nous débarrasser avec notre invité. Président Géry, est-ce qu'il y a encore espoir avec Félix-Antoine Tshisekedi? Avec quel discours Félix Tshisekedi va battre en campagne en 2023? Je ne suis pas porte-parole de l'IDPS pour juger le président de la République. Qu'est-ce qui a marché concrètement pendant son mandat? Mais tout ce que nous disons aux Congolais, c'est que 2023, nous allons vivre l'alternance. Nous aurons un nouveau président entrant et puis un président sortant. Parce que sa gestion a témoigné totalement ses limites. Il y a également un président qui va renouveler son mandat. Ça dépend. Pensez-vous qu'il va laisser faire? Ça relève à la population d'en juger. Non, mais ce n'est pas seulement la population. Vous faites partie de cette population-là. Vous lisez les signes des temps. Ça ne sert à rien de se mentir. Nous devons nous regarder dans les yeux. Un Congolais qui accepte d'aller aux urnes pour voter le président Félix, voilà, Président Géry Loubaya, nous revenons à vous. Nous allons prendre cet élément. L'emblème national était en berne pour rendre des vibrants hommages à quelques figures emblématiques qui sont allées dans l'au-delà et resteront irremplaçables eu égard à leur parcours, leur engagement mis en contribution pour cimenter la cohésion nationale et la démocratie en République démocratique du Congo. 2021 nous a laissé un goût amer avec la disparition de plusieurs autres personnalités qui ont marqué leur temps, à l'exemple de Monseigneur Moussengo, le patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza Baba, le député national Henri Thomas Lokondo et tant d'autres. Regardez. Plusieurs cas de décès ont été enregistrés en 2021, notamment le décès du député national Henri Thomas Lokondo, décédé au mois de mars. Le défunt a reçu des hommages dignes de son rang, décoré à titre posthume, médaille d'or du mérite civique pour ses éminents et loyaux services rendus à la nation. D'après la chancellerie des ordres nationaux, c'est sur demande du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia, et l'autorisation du chef de l'État que cette décoration a eu lieu. Ses collègues députés nationaux
présents aux obsèques, n'ont pas délié leur langue. Azalaki, un vrai parlementaire. Un vrai parlementaire. Vraiment, aïebaki exercice parlementaire. Voilà qualité, wana. Anenga mabete, Bazaki mi balede. Pasi mingi na motema mama. Moni biso tozali ba jeune député. Henri Thomas Lokondo, azali source moko ya inspiration. Donc tozokota politique, tozomona la télévision, tozali na posa tokoma le rôle aye. Lelo perdre mutu le rôle Henri Thomas Lokondo, ezali vraiment pasi na motema. La République démocratique du Congo vient de perdre un grand personnage. Une personne qui a influencé la politique congolaise. Azalaki intimidé. Ce qui a Azamuta FCC, mais ceux qui font le bas droite, à le bas droite. Ceux qui font le bas gauche, à le bas gauche. En tout cas, paix à son âme. Mais seulement de perdre un des rares hommes politiques congolais. Homme dans sa politique n'a conviction. Il y a Henri Azaï Moudia FCC, mais il n'hésitait pas de dire la vérité quand il fallait le dire. J'ai dit ceux qui pendant les consultations, Bokondjambo Kassara qui n'a parlé de la nation, s'il y a au moins deux politiques qui avaient dit la vérité au président de la République, c'est Yann Henri et le président Olengankoy. Ngai na koloba azaki député, oyo azalaki na sens moko te to parti moko te ou bien position ndenge tomona ba député misusu. Donc c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup dans mboka na biso. Donc pour moi, donc à mériter nyonso tout à mériter. 5 mois après, la RDC a encore perdu un grand homme politique, président en fonction de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Baba Kyungu Wakumwanza, décédé suite d'une courte maladie. Plusieurs hommes politiques, notamment le président de la République et le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avaient foulé le sol louchois pour pleurer l'éléphant du Katanga, un moment de tristesse et de consternation. C'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. Qu'il me soit permis, au nom de la province du Haut-Katanga, de présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à son parti politique l'UNAPEC, ainsi qu'à sa famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Quelques mois après, la RDC se réveille avec la sale nouvelle du décès du cardinal Mosengo Passigna à Paris. Une nouvelle qui affecte toute la République, croyants, catholiques ou pas, car le défunt Mosengo fut une figure emblématique qui a incarné le valeur. Le cardinal Mosengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Le cardinal Mosengo Passigna, comme vous le savez, il a marqué l'histoire politique, sociale et religieuse de notre pays. Moi particulièrement pour avoir travaillé avec lui depuis la conférence nationale souveraine en tant que président de la société civile. Et vous savez, il était membre de notre organisation. Nous avons beaucoup fait avec lui. De l'aéroport de Njili, le cortège funèbre s'est dirigé jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, où il y a eu une messe de requiem. Béni par le cardinal Fridolin Ambongo au centre Lindongue, le cortège s'est dirigé directement au Palais du Peuple, avec un décor bien planté pour des obsèques dignes de son rang. Signalons que le président de la RDC et celui du Congo sont venus pour dire adieu à ces grands hommes. Et puis s'en est suivi du décès de l'apôtre Emmanuel Mbilé, décédé en France. Les évêques, les pasteurs, les prophètes, le membre de famille et le fidèle de l'église Cité Bethel sont venus accueillir le corps depuis l'aéroport de Njili. Pleurs, tristesse, angoisse, tous
inconsolable par la disparition de ce grand homme de Dieu. C'est vrai que nous avons perdu un grand homme qui est pour moi mon pasteur, mon père spirituel dans la foi. Donc, j'encourage la famille biologique. C'est un moment très dur et pénible. C'est une dure épreuve. Et j'encourage aussi les fidèles de la communauté Cité Bethel qui traversent en ce moment ces dures épreuves. Donc c'est un moment très compliqué. Je voudrais dire que nous célébrons le parcours de cet homme. Il nous a montré comment drainer toute l'église, en commençant par les papas, les mamans, les jeunes, ainsi que les femmes, à évangéliser, à gagner les âmes au Seigneur. Voilà ce que je peux dire pour le moment, mais il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons dire. Et enfin, le mois de décembre a été clôturé par la disparition de l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, président de l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, parti politique membre du FCC. Retenons qu'il était l'un des principaux négociateurs de l'UDPS lors des assises de Ginval. Juste quelques jours après, c'est le baobab de la musique congolaise qui s'est éteint. L'artiste musicien Defao Matumona, déclaré positif au Covid-19. Le général de la musique congolaise était pratiquement arrivé au terme de sa mission de service au Cameroun. Malheureusement, testé positif, la mort l'a emporté. Paix aux âmes de tous ces illustres disparus en 2021. Voilà, l'année 2021, plutôt 2021, oui. L'année 2021, nous avons connu pas mal de disparitions. C'est vrai, nous n'avons pas cité ici, mais à l'instar aussi de Moïse Kongolo, Kitenge Yesu, Mama Chako, grand artiste du groupe Sans Souci, et puis Moscovitch, l'un aussi des artistes dans le groupe Salongo. Voilà, Jerry Loubala, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces illustres disparus? Évidemment, ça fait mal. Dans un État, nous devons toujours avoir des personnes de référence. Plus les personnes de référence disparaissent, nous perdons les repères. Et donc, ça nous inquiète et ça dérange l'environnement politique de la RDC, ça dérange l'environnement artistique de la RDC et surtout, ça dérange l'environnement social. Voilà, ça dérange l'environnement politique. Vous avez connu au moins Defao Matumona. Oui. Vous avez un extrait de sa chanson? Évidemment, nous sommes de la génération, pas de la génération du vieux, mais au moins... Bien, surtout que nous sommes à la veille des festivités de l'année. S'il faut se souvenir au général de la musique. Général Defao. Maman, boni okiminda koe. Bon, je vais m'arrêter là. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Jerry Loubala. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur nos plateaux. Merci beaucoup. Meilleure vie à vous, meilleure vie à Sango. Et que 2022 soit une année de récolte, parce que nous avons travaillé 2021 comme une année de lumière. Mais 2022, c'est une année de récolte. Nous devons récolter ce que nous avons planté. Et 2023, c'est l'année de changement. Beaucoup de choses vont changer dans cet état. Parce que nous sommes très sûrs, avec la foi de Dieu, tout va changer. Tout va changer, Kita se porte bien, avant de se séparer. Nous allons très bien. Kita s'est donné la mission spéciale au mois de janvier 2022 de faire partie du gouvernement. Le 15 janvier, nous serons devant la primature pour notre première sitting, demander le départ du Premier ministre, parce qu'on attendait de lui les besoins les plus élémentaires des Congolais, entre autres l'électricité, l'eau, hôpitaux dignes et de bonnes routes. Et comme on n'a pas de réponse, nous sommes très sûrs que 2022, nous allons le faire partir et nous serons là le 15, le premier jeudi, le deuxième jeudi du mois de janvier, le 15, ainsi que le dernier mois de février. Voilà, Jerry Loubala, au revoir. Une bonne année 2022. Merci beaucoup, maman. Nous allons prendre notre registre. La députée nationale Solange Masumbuko a communié avec le membre de l'ADEAC et les épouses de militaires au centre supérieur militaire de Kinshasa à l'occasion de festivités de fin d'année. Quelques cadeaux et vivres ont été donnés aux membres de l'ADEAC, nous disent Davina Chimanga. Et après, nous allons prendre aussi cet élément au cours de l'année 2021. Les conseils économiques et sociaux sous la direction de son président,
Jean-Pierre Kiwakana n'a ménagé aucun effort pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs activités ont été organisées par cette institution d'appui à la gestion de la res publica. Les détails dans ces condensés que nous présente Audrey Bozéné. Et enfin, dans le secteur du social, l'épanouissement de la femme et la jeune fille par des formations professionnelles était le cheval de bataille de la Fondation Grâce à ma mère durant l'année 2021. Plusieurs actions ont été menées par sa présidente Juline Tuélé en vue d'atteindre cet objectif. Le détail de cet élément aussi avec Micheline Zinga. Regardez les condensés de ces trois éléments. À l'occasion des festivités de fin d'année, l'ONG Action pour le développement et l'autonomisation de communautés africaines, ADIAC, dirigée par l'honorable Solange Masumbuko, a organisé ce jeudi 30 décembre une journée de rencontres, d'échange des vœux et des partages des cadeaux avec ses membres et les épouses des militaires au Centre supérieur militaire de Kinshasa. Après une année marquée par plusieurs événements heureux et dévastateurs, il était d'une importance de taille, une rencontre qui renforce les liens de communion, de cohésion et des partages entre les membres. Cette rencontre a débuté par une prière, s'en est suivi une série de témoignages, ensuite la remise des brevets des mérites aux chefs de poule qui se sont distingués en cette année, et aussi la remise des pagnes et des vivres aux membres de l'ADIAC et aux femmes des militaires. Solange Masumbuko, fière et contente de cette journée, s'exprime en ce terme. Ce 30 décembre est particulier. C'est vrai, c'est à l'occasion des festivités que nous nous sommes rencontrés encore ici, mais aussi c'est pour dire que 2021 a été marqué par des événements heureux et des événements dévastateurs, tels que ce qui s'est passé à Beni. Nous avons regretté et voilà pourquoi nous avons voulu exprimer notre sentiment de compassion aux femmes militaires, aux femmes des policiers en cette fin d'année. Nous avons profité aussi pour primer, pour encourager ceux qui se sont distingués durant cette année dans l'association et qui ont prouvé leur amour, leur attachement aux idéaux. Et ensuite, comme vous le savez, nous sommes en fin d'année, un petit partage de petits colis symboliques, un peu de riz, poisson, poulet et un petit habit symbolique pour prouver notre amour envers cette population de la RDC. L'une des membres bénéficiaires des cadeaux des fins d'année n'a pas manqué des mots. Cette rencontre s'est clôturée par un repas de compassion en mémoire de la population de l'Est du pays. Notons que l'ADIAC travaille depuis plus de 6 ans pour la promotion, l'entraide, le développement et l'autonomisation de communautés à faible revenu, ainsi que la protection de l'environnement. Le Conseil économique et social est une institution économique de la République démocratique du Congo, gérée par Jean-Pierre Kiwakana. En 2021, plusieurs activités ont marqué au Conseil économique et social, depuis l'ouverture de la session ordinaire en octobre, qui avait pour objectif la récapitulation de sujets abordés au cours de la session précédente, ainsi que la présentation du plan d'action du Conseil économique et social. Au cours du même mois, le CES avait clôturé le travaux de l'atelier sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo. Un atelier de 3 jours ayant pour objectif la présentation de l'avis en cours d'élaboration sur le profil de la bonne gouvernance vertueuse de la RDC afin de lancer le débat pouvant conduire à son amélioration. Toujours présent sur la scène médiatique, le CES a eu organisé une activité grandiose à l'occasion de la Journée internationale du nanisme, autrement dit le personne de petite taille. À cette occasion, plusieurs délégations venues du Cameroun et Sénégal pour célébrer cette journée. Et pour le Conseil économique et social, les conditions sociales de Congolais passent avant tout. Le 1er décembre de la même année, le Conseil économique et social a procédé à la clôture de la session ordinaire, ouverte depuis le 1er octobre exceptionnellement, après la session extraordinaire organisée en août dernier. 2022 commence, la RDC s'attend à de grandes réalisations de la part du Conseil économique et social.
Œuvre pour l'épanouissement social et le développement économique de la femme congolaise et de la jeune fille en milieu rural et périurbain, grâce à des formations gratuites pour une autonomisation réaliste et permanente, tel est l'objectif majeur de la Fondation Grâce à ma mère, présidée par la très distinguée Juline Tuele Manika, qui a fait de l'épanouissement de la femme son leitmotiv durant l'année 2021. Tout est parti du lancement officiel de sa fondation Grâce à ma mère un samedi 25 septembre devant un auditoire cosmopolite composé des enfants démunis, parents et quelques personnalités politiques. Au cours de cette activité qui avait coïncidé avec la rentrée scolaire 2021-2022, Juline Tuele, accompagnée de son équipe dont Clairette Kabanga, Rosette Langdou, Fanny Sangwa, Fifi Solange Lukusa, Ruth Ngwanda et Rodan Tuele, avait également procédé à la remise de 60 kits scolaires à 60 enfants démunis. Ce fut un moment fort pour donner les go aux activités visant le développement économique de la femme congolaise. Idée d'un jour, réalité aujourd'hui. La Fondation GRAM est conçue pour promouvoir l'épanouissement social et le développement économique de la femme congolaise et de la jeune fille en particulier. Il n'est plus à démontrer que le bien-être de la famille passe par la femme. Ne dit-on pas, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Nous croyons en cette thèse, car l'éducation de base, c'est la famille. Et l'éducation de la famille, c'est la femme. Je lance ici un appel aux différents partenaires qui souhaitent accompagner cette vision de la Fondation GRAM en vue de son expansion rapide et de l'élargissement de ses actions. Soucieuse de l'épanouissement de filles désœuvrées, la bienheureuse Juline Tuele avait lancé la formation gratuite de 3 mois en coupe et couture, ensemble avec l'atelier Mwinda, chapeauté par Madi Mboya, pour 50 filles sans emploi. Une formation qui prendra fin en janvier 2022. À la fin de la dite formation, les meilleures apprenantes vont bénéficier d'un kit complet de machines à coudre, pouvant leur permettre de créer un emploi et devenir autonomes. L'organisation de cette formation répond à un double impératif. D'une part, doter ces femmes des capacités techniques pouvant leur permettre d'exercer un métier digne, et d'autre part, contribuer au développement de la classe moyenne par la création des activités génératrices des revenus. La formation est prévue pour une durée de 3 mois. Elle débutera le 1er novembre 2021 et prendront fin le 31 janvier 2022. C'était un plaisir pour nous parce que ça fait partie de nos objectifs, de notre mission de former les femmes, de les autonomiser dans le domaine de la coupe et couture. La confiance n'excluant pas les contrôles, pour mieux se rassurer de l'apprentissage de ses filles, la présidente de la Fondation GRAM était descendue sur place pour palper du doigt les travaux réalisés par les apprenantes quelques temps après le lancement de la formation. Très satisfaite du travail réalisé, la dame au grand cœur les a encouragées à continuer à travailler car le travail rend indépendant et libre. Je suis venue par surprise aujourd'hui pour voir exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ça évolue. Et moi-même, je suis très étonnée de voir les réalisations. Après un mois et demi, ça fait presque 40 jours qu'elles sont là. Batongi plutôt que la jupe, ça là vraiment à et 45 jours cacao jupe moi là qui abîmé la mot déjà. Poursuivant ses activités, Juline Tuele, dans le domaine financier, avait formé les femmes sur l'éducation financière, notamment l'épargne, pour permettre à celles-ci de bien gérer leurs revenus et faire face aux aléas du futur. C'était un moment propice pour ces femmes d'enlever toutes les zones d'ombre et mieux s'informer sur la notion de l'épargne qui s'est fait accompagner de l'ouverture de comptes pour concrétiser la dite formation. L'infatigable Juline Tuele avait également accompagné les épouses militaires de la mutuelle financière de femmes africaines, toujours dans le cadre de la sensibilisation à l'éducation financière.
Elle avait également fait partie de la délégation de femmes qui sont allées échanger avec le président du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo, sur les différents outils d'accompagnement des femmes qui doivent être intégrés dans le budget du gouvernement. La question environnementale n'avait pas échappé à la présidente de la Fondation Grâce à ma mère, qui avait pris part à la célébration de la Journée internationale de l'enfance, commémorée le 20 novembre de chaque année. Une occasion pour Géline Tchouelé de saluer l'engagement pris par les enfants en RDC sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le bien-être de notre terre passe par la conservation de notre faune et de notre flore. Donc les personnes doivent s'investir à chaque fois qu'il y a déboisement, à replanter les arbres pour conserver la nature et nous protéger contre les réchauffements climatiques. Les enfants n'ont pas que de droits, ils ont également les devoirs. Pour cette journée, les enfants se sont mobilisés dans le développement, la lutte contre le réchauffement climatique. Sans passer outre son objectif de redonner également du sourire aux lèvres de démunis, Géline Tchouelé ensemble avec sa fondation Grâce à ma mère ont clôturé l'année en beauté avec les orphelins de plusieurs orphelinats de la capitale congolaise, notamment OSEM, la Fondation Bouna, la Fondation Pauline Albinos, avec un banquet de Noël organisé au Musée national de la RDC pour partager tant soit peu un repas de cœur avec ses petits anges. De jeux, de concours, de scénettes, poèmes et danses étaient au rendez-vous pour agrémenter la fête de la Nativité du Christ. Ce fut une réussite totale pour la Fondation Grâce à ma mère. Nous sommes très satisfaits de savoir que l'activité s'est bien passée sans aucun incident. Nous avons réuni 300 orphelins. Nous avons réuni les membres de la Fondation Gram, les apprenants avec leurs enfants. C'est vraiment un banquet de Noël, l'objectif étant de redonner le sourire aux orphelins, leur permettre de passer des fêtes de Noël comme dans une vraie famille avec tous les accessoires et les activités de Noël. Nous sommes une organisation, on ne peut pas laisser à côté une telle activité, une grande activité telle que la fête de Noël. Nous avons saisi cette opportunité pour fêter avec ces enfants, leur faire vivre la fête de Noël en famille. Nous avons des formations que nous donnons selon notre programme et selon notre chronogramme, mais à chaque fois qu'il y aura une occasion, si Dieu nous prête vie, si Dieu nous donne le moyen, nous ne manquerons pas d'apporter notre aide sociale. De formations en cascade sont projetées pour l'année 2022 par la Fondation Grâce à ma mère, notamment le make-up professionnel. Voilà, au cours de l'année 2021, à l'Union Sacrée, une structure dénommée Dynamique Génération Kabound a vu le jour dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes là à Lubumbashi. C'est son coordonnateur national qui est allé installer les membres du bureau local de cette ASBEL à Lubumbashi. Jean-Désiré Moukanz. 26 décembre 2021, une journée qui restera gravée dans les annales de la dynamique de la génération Kabound, DGK, une association sans but lucratif, ayant fait sa sortie officielle en cette date à Lubumbashi, sous la bénédiction de son président national, Paul Kankonde. Félix Tshisekedi, viva! Jama Kabundu, viva! DGK, viva! Cette ASBEL soutient à 100% les actions sociales du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sous l'impulsion de Jean-Marc Kabound à Kabound, un haut cadre très influent de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis particulièrement très fier de la bravoure de cette équipe de Warion dont j'ai l'honneur de célébrer l'installation. Je vous transmets de vive voix les salutations et de nouvel an de la part de l'autorité morale Jean-Marc Kabound à Kabound. L'organisatrice principale de cette manifestation bien réussie, c'est Titiane Bouy, qui a fait aussi adhérer automatiquement à la DGK les membres de toute sa fondation avec une forte visibilité dans les 7 communes de Lubumbashi.
C'est bien elle qui dirige cette structure comme coordonnatrice régionale pour toutes les 4 provinces issues du démembrement du Grand Katanga. Ici, nous citons le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. La DGK œuvre notamment pour lutter et bannir toutes sortes d'antivaleurs telles que le tribalisme, surtout soutenir et encourager les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la présentation des membres d'honneur et l'installation du comité, le président national de la dynamique de la génération Kabound a procédé par la suite à l'inauguration du bureau de cet ASBEL. Ce siège est situé sur le boulevard Moussiri, à hauteur de l'arrêt des bus Texaco. Des adhésions massives ont été enregistrées et le tout s'est déroulé dans une ambiance au zénith sous l'agrémentation d'un groupe folklorique. Voilà, du Bouchard Djofé, je reviens à vous pour la page rétrospective sur le sport. Merci Madame Nadine Mayombe-Mbilo. L'an 2021 qui s'achève n'était pas du tout en rose pour les sportifs de la République démocratique du Congo dans différentes disciplines, notamment en football où les léopards, messieurs et dames, ne se sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en boxe. C'était un passage à vide aux Jeux Olympiques de Tokyo et les championnats du monde en Serbie, mais le sourire était de voir le 11 national en football se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022, comme nous le dit Arthur Abedi. Il n'est point décéléreur, le sport en RDC est loin d'être une école de loyauté, de solidarité, de fair play, du moins d'unité nationale. Il est, si à moi la politique, ou l'enrichissement illicite, à placer dans le mafieux au firmament de la hiérarchie sociale et politique. L'idéal olympique violé et foulé aux pieds, la politique des hautes toits dès là que je m'y mette, abattu son plein, quand bien même il s'agit de l'immoralité, de la tricherie et des fraudes maquillant l'incompétence et la médiocrité et sans vergogne de la plupart des dirigeants sportifs, à quelques exceptions près. Il suffit d'un coup d'œil rétrospectif pour être convaincu de cette évidence. Malheureusement impuni, à dessein, pour des besoins de la cause. 2021 a été une année très difficile pour les amoureux du sport, car il y a eu de points négatifs, mais aussi quelques points positifs dans certaines disciplines. Les sports en 2021 étaient marqués par l'élimination de léopards de l'RDC lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2022. Surtout les dossiers Gaylor Kanga qui a mis en doute l'administration de l'organe fêtière du football congolais. Malgré tout, les sourires étaient de voir les 11 nationales se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde et Qatar 2022 et les retours en sélection de Mbokani Bezoa Merci qui a redonné du sourire au milieu des Congolais. À la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite en RDC, en 2021, l'on a assisté à une scène horrible de la part de la FECOFA sur les dossiers Zao Matutala en infligeant une sanction aux Moscovites. Et grâce à cette sanction, les Badiangwena ont pu soulever les trophées de la Lina Foot pour la 3e fois consécutive. Cependant, le club était allé jusqu'au tribunal arbitral du sport pour retrouver sa place et enfin, les TAS avaient donné raison au Banambongo. Chose grave, malgré la notification du TAS et de la FECOFA, voire même de la Lina Foot, les Tout-Puissants Mazembe n'a pas encore remis les trophées aux vrais champions. La visite du président de la FIFA Infantino à Kinshasa était parmi les faits marquants de l'an 2021. La démission du tout-puissant Omari Selemani Constant à la tête de la FECOFA avait bougé le monde footballistique du pays après près de 19 ans à la tête de la FECOFA. La mauvaise prestation des clubs congolais aux interclubs de la CAF était une chose qui a montré que le football congolais était dans une phase où les choses ne marchaient pas. Mazembe, Vecleb, Desampé et Maniema Union ont fait piètre figure dans les 2 compétitions des interclubs de la CAF. Toujours en football, les dames comme d'habitude ne sont pas toujours considérées. Les seniors ont été battus par forfait, alors que les Guinéennes étaient sur la pelouse pour les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et pire encore, les U20 ont été écartés des éliminatoires de la Coupe du Monde suite à la mauvaise organisation congolaise. En ce qui concerne les interclubs de la CAF chez les dames, la seule représentante de la RDC, le FCF Amani,
a déçu plusieurs Congolais après son élimination à domicile face aux Guinéennes. 2021 reste l'année qui a vu aussi les Jeux Olympiques malgré la présence de Madame la Covid-19. Mais la participation de l'RDC dans cette compétition était catastrophique, en commençant par du Noblar, où ni Chama David, ni Pita Kabeji, ou encore Yumba Thérèse n'a fait mieux. En judo, c'était de la pire comédie, avec la participation de Marie Bronzer, qui a même menacé de se retirer sous les drapeaux de l'RDC, car l'organisation côté RD Congo fut médiocre. La Coupe du Monde du Noblar, on en parle aussi, avec l'arrivée tardive des boxeurs sur le lit de la compétition, mais au finish, pas de place pour les pays en quart de finale et les athlètes se sont volatilisés sur le lit de la compétition. Incroyable, mais vrai. Sur les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie qui sont prévus en 2022 à Kinshasa, là, les Congolais se posent trop de questions sur ce jeu, car rien n'a été fait en 2021. Le stade Père Raphaël de la Cutule, prévu pour ces Jeux, est devenu un éternel chantier et la grande marmite du boulevard Triomphal qui subit des travaux, mais rien ne rassure. Les karatés parmi les disciplines qui ont honoré la République. D'abord, les tournois des Grands Lacs organisés dans la ville montagnarde de Goma avec la participation des 5 pays dont la République sœur du Congo-Brazzaville étant invitée et la participation de la RDC au championnat du monde avec au total 10 athlètes, donc un record pour les pays de Nancy Tchaba. L'an 2021 est aussi marqué par la nomination de Chembo Condé Serge à la tête du ministère des Sports et Loisirs en remplacement de Marcel Amos Mbayo Kitenge, qui reste à ce jour l'un des ministres des Sports incompétents que la République n'ait connu. Rien ne nous rappelle qu'Amos Mbayo a dirigé les sports dans le pays d'Ndaye Mutumbula. Le départ de Florent Ibenge à la tête du staff technique de l'ASV Club après plusieurs années au service des Moscovites. Même chose pour les techniciens congolais du dernier club Motema Pembe, Isaac Ngata. La balle au panier est aussi au rendez-vous avec la Coupe d'Afrique. Deux rendez-vous importants nous attendent en 2022. La qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 et l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. À chaque acteur concerné de mettre du sérieux dans son secteur, car dit-on, l'effet brille plus haut si chacun y apporte son morceau de bois. Voilà, merci beaucoup Arthur Abedi pour cette page sportive. Merci aussi à tous nos très chers téléspectateurs, vous qui étiez branchés à suivre Bosolo Télévision durant toute l'année 2021. Nous vous disons merci beaucoup vous qui nous suivez sur YouTube, Bosolo Télévision et Bosolo la politique officielle, ainsi qu'en direct sur Facebook. Nous vous disons merci, vous qui êtes à l'Occident, vous êtes à l'Europe, vous êtes aux Amériques, Asie, partout où vous êtes en Afrique. Nous vous disons merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre sur Bosolo Télévision et Bosolo la politique officielle. Nous disons aussi merci beaucoup au directeur général Israël Mutombo. Merci beaucoup pour ces beaux cadres de Bosolo Télévision, Guy Bochard, pour présenter cette édition spéciale de la rétrospective 2021. Nous disons merci au DG et bonne année. Bonne année à celui qu'on appelle Sango, Israël Mutombo, directeur général du groupe de presse Bosolo, qui a enfin donné à tous les journalistes l'opportunité de s'exprimer dans cette page rétrospective après avoir fait une année de travail pour produire ce résultat et que nous espérons améliorer à l'avenir. Voilà, c'était là quelques éléments retenus pour vous dans le cadre de l'édition spéciale Rétro Bosolo Télévision 2021-2022. Nous promettons, nous serons à votre disposition pour vous informer à temps réel. Comme nous l'avons dit, un nouveau journal, un nouveau format et puis de nouvelles perspectives pour l'année 2022. Nous disons aussi merci beaucoup à Joël Zampungu, un héros dans l'ombre. Et bonne année à toi, le directeur des informations, l'homme le plus calme de Bosolo Télévision. Et nous disons aussi merci beaucoup à toute l'équipe rédactionnelle de Bosolo Télévision et à toute l'équipe technique de Bosolo. Nous disons merci à Félix Kalambay qui était à la technique. Merci à Platini Louvoilou derrière la caméra. Merci à Guillaume pour l'édition qu'il a assumée aujourd'hui et à Grace Keniro, l'assistante particulière. Voilà, nous disons merci à tout le monde. Au revoir. Et je ne sais pas, Guy Bochard, avez-vous encore un mot à ajouter
Non seulement dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont accompagnés durant l'année 2021. Nous espérons des grandes choses et des bonnes choses durant l'année 2022. Jean-Désiré Moukans était aussi de la partie pour participer à cette édition. Ordi Mobala également. Ordi Mobala, prompt rétablissement. Nous souhaitons lever le meilleur à toute la population congolaise qui nous ont suivis et qui continue à nous suivre à travers le monde. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette grande édition de la rétrospective de Bossolo Télévision. Nous vous disons bonne année. Bonne année. Nous nous reverrons en 2022. Au revoir et très bonne suite de programme sur Bossolo Télévision, votre chaîne de télé. Merci.